cas d'enlèvement d'enfants signalés, dont 3 décès selon les chiffres officiels. Retour sur les enlèvements et meurtres d'enfants, dont l'un des cas les plus marquants reste l'assassinat à Abidjan du petit Bouba, 4 ans. On en reparle ce soir. 2011, manifestations et répression sont le lot des populations en Syrie. Cette année-là, le 15 mars, la contestation s'intensifie. Ce sera votre éphéméride. Bonsoir et bienvenue à tous dans cette édition. Enlèvement et meurtre d'enfants en Côte d'Ivoire. Les plus marquants restent l'assassinat à Abidjan du petit Bouba, 4 ans, et Mbayakro de Glaou, Edmond Chanceline, 14 ans. Au total, selon les chiffres officiels, on enregistre 8 cas d'enlèvement, dont 3 ont conduit à des décès de mineurs. Le point avec Dangui. Ces enfants ont désormais de bonnes raisons de craindre de disparaître ou d'être enlevés par des adultes avant de connaître, s'ils n'ont pas la chance, le même sort que Traoré Aboubakar Siddiq, alias Bouba, âgé de 4 ans, retrouvé mort quelque part à Angré, dans le district d'Abidjan, il y a seulement quelques semaines. Une vague d'enlèvement d'enfants secoue la Côte d'Ivoire et suscite colère et indignation depuis le début de l'année. Bilan officiel, 8 cas d'enlèvement d'enfants, dont 3 décès depuis le mois de janvier jusqu'au 7 mars dernier. Mais sur les réseaux sociaux, il ne se passe plus de jours que des annonces d'enfants enlevés ne circulent. Des informations qui restent toujours à vérifier. Une chose est au moins sûre, le phénomène d'enlèvement d'enfants continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive d'indignation. Sur toutes les lèvres, de nombreuses questions dont celle-là. Pourquoi les enfants sont-ils enlevés et assassinés? Chacun y va de son idée. Vraiment, ces trucs-là, nous, on se demande qu'est-ce qui se passe. Enlever un enfant pour aller se sacrifier, vraiment que Dieu même se souvient de ces personnes-là. Selon moi, c'est par rapport à les moments d'élection, tout ça. Chaque année, quand il y a l'élection, il y a les enlèvements d'enfants, tout ça. Moi, je suis inquiet par rapport à ça. Moi aussi, j'ai un enfant. Peut-être c'est un problème psychologique. Hein. Ils ont des problèmes. Peut-être on leur demande de faire peut-être des sacrifices pour pouvoir avoir de l'argent. Donc, on se permet de les faire sans toutefois réfléchir, sans toutefois se dire que est-ce que c'est intéressant, est-ce que c'est bon. Dès les premiers cas d'enlèvement d'enfants, la riposte des autorités ivoiriennes ne s'est pas fait attendre. Ouverture d'enquête, interpellation sur fond de mesures de sécurité qui devraient donner la preuve de leur efficacité avec la fin du phénomène d'enlèvement ou de disparition d'enfants en Côte d'Ivoire. Et nous sommes le 15 mars, c'est la journée mondiale des consommateurs, une célébration qui s'effectue dans un contexte où le commerce a investi le digital. Le commerce électronique est donc au cœur de la 35e journée qui a pour thème des marchés digitaux plus justes pour les consommateurs. Nous Sangaré et Paga Sorokone nous en disent un peu plus. Avec 10 millions d'utilisateurs des solutions de paiement mobile pour un volume de transactions de 17 milliards de francs CFA, le numérique se positionne aujourd'hui comme un véritable outil de développement. Créateur de richesses et d'emplois, son avènement dans le secteur du commerce a considérablement bouleversé les habitudes des consommateurs en Côte d'Ivoire. Comment je peux dire que c'est une très bonne innovation, tandis que là, le client ne se déplace pas sur le lieu. C'est le client commande et cela vient à lui. On pense que c'est une bonne chose parce que ça permet aux personnes qui sont plus occupées au travail de pouvoir avoir accès aux choses plus facilement. Malgré ces avantages, le commerce en ligne comporte bien de risques. On voit bien sûr le site, l'article nous intéresse, quand l'article nous revient physiquement parlant, nous voyons que ce n'est pas ce qu'on voulait. Et peut-être même après l'achat de l'article, on voit que la qualité, 2 jours après, il y a d'autres problèmes. Et lorsque tu les appelles par exemple, bon, ils viennent, ils ne sont plus responsables, c'est ce que nous disons souvent. Tu payes en ligne et après, si tu n'as pas reçu ton dû, comment tu vas faire? À qui t'adresser? Quand tu vas faire le commerce en ligne de façon virtuelle, il faut d'abord payer sur un numéro de compte bancaire ou bien soit un numéro que tu donnes. Mais ce numéro peut être piraté par des individus qui eux vont te voler. Encadrer le commerce électronique, protéger les droits des consommateurs et rendre accessible ce type de commerce aux consommateurs, c'est tout le sens de la journée mondiale des droits du consommateur. Les consommateurs aujourd'hui ont besoin d'être sécurisés parce qu'il y a des consommateurs du numérique en Côte d'Ivoire. Il y a des consommateurs en Côte d'Ivoire qui font aussi des achats sur l'Internet. Alors il était important aussi que ceux-là soient instruits sur leurs droits. Assurer la protection
des données à caractère personnel que les consommateurs mettent en ligne. Réduire la fraude et les arnaques sur tout ce qui est en ligne. Mais en même temps, pour nos populations, rendre l'Internet, sinon le numérique, accessible à tous. Créée en 1962, cette journée est une lucarne offerte aux consommateurs pour faire valoir leurs droits en vue d'une amélioration de leurs conditions de vie. Rendre les marchés digitaux plus justes pour les consommateurs, c'est le thème de cette 35e journée mondiale des droits du consommateur. Et ce drame au Sénégal, un hélicoptère de transport de l'armée sénégalaise s'est écrasé avec 20 personnes à bord. L'appareil a plongé dans l'eau, faisant 8 morts et 12 blessés, dont 3 grièvement. L'hélicoptère alliant Ziguinchor à Dakar s'est écrasé à Missirah, dans la région de Fatick. Le gouvernement israélien avait décidé d'expulser des milliers de migrants africains entrés illégalement en Israël. La mesure ne sera pas appliquée, en tout cas pas pour l'heure. En effet, la Cour suprême, saisie par des organisations de défense des migrants, a gelé le plan gouvernemental. L'État a jusqu'au 26 mars pour exposer son argumentaire. L'on s'intéresse à présent à un des patrimoines du Portugal, la cité Elvas, qui possède de puissants remparts mais reste en marge des circuits touristiques. Pour changer la donne, le pays confie son patrimoine au secteur privé. Pour le Portugal, au niveau touristique, 2017 a été une année record. 20 millions de visiteurs, des recettes de plus de 14 milliards d'euros et plus de 53 000 emplois créés. Devant un tel afflux, il faut s'adapter. Dans la petite ville médiévale d'Obidos, entre Lisbonne et Porto, la Pousada, l'hôtel historique, se voit dans l'obligation d'augmenter ses capacités d'accueil. Le Portugal est à la mode. Il a été désigné meilleure destination touristique au monde et cela est dû au travail qui a été fait par les organismes officiels, par le peuple portugais et les groupes hôteliers. Le tourisme, qui représente 12,5% du PIB, est aujourd'hui le véritable moteur économique du Portugal. Afin de profiter encore plus de cette manne, le gouvernement, via son programme Revive, a décidé de céder à des entreprises privées du tourisme son patrimoine abandonné. Le patrimoine reste dans le giron de l'État, mais nous attribuons des concessions qui varient entre 30 et 50 ans. En échange, l'État exige des investissements, des rénovations de ces bâtiments ainsi que le paiement d'un loyer afin de récupérer des fonds pour que nous puissions réinvestir cet argent dans la restauration d'autres biens. Et justement, à Elvas, dans la région de l'Alentejo, près de la frontière espagnole, c'est un ancien couvent abandonné qui est en train d'être restauré. Le groupe Villa Galé y investit 5 millions d'euros pour le transformer en hôtel. Je pense qu'un pays qui n'entretient pas son patrimoine est un pays sans âme, sans vie. C'est donc une obligation de rénover. Et après, évidemment, c'est aussi un excellent business. Car de mon point de vue d'entrepreneur, le futur appartiendra aux hôtels qui seront différents, qui ne seront pas tous les mêmes. Les gens n'ont plus envie d'aller dans des hôtels qui se ressemblent partout dans le monde. Pour l'instant, 33 édifices ont été sélectionnés pour être rénovés dans tout le Portugal. Les professionnels du tourisme sont confiants et prévoient déjà une année 2018 encore meilleure que 2017. Pays d'Europe enclavé entre la France et l'Espagne, l'Andorre est le 6e plus petit État d'Europe. L'Andorre qui possède le plus grand domaine skiable du sud de l'Europe, une véritable manne économique. Ces touristes immortalisent le moment. Originaires de Russie, ils ont décidé cette année de passer leurs vacances d'hiver sur les pistes de Grand Valira, en Andorre. J'aime cet endroit. Je pense que c'est un des endroits les plus populaires et riches. Donc c'est pour ça que je suis venue ici. Tout est super. Avec ses 200 km de pistes, Grand Valira est le plus grand domaine skiable du sud de l'Europe. Il a vu le jour en 2003 avec la fusion des stations de Soldeu et du Pas de la Case. En 2016, ce sont quasiment 2 millions de touristes qui sont venus en profiter. Ça nous a permis de consolider les clientèles qu'on travaillait déjà, donc les clientèles nordiques. Bon, le marché russe est arrivé après la création de Grand Valira, c'est venu beaucoup plus tard, mais c'était déjà des clientèles qu'on travaillait beaucoup, chacun de son côté. Aujourd'hui, quand on s'unit et qu'on devient le double de ce qu'on était,
évidemment, on est beaucoup plus fort. Dans les années 90, Andorre décide de miser sur le ski pour se développer et la principauté investit près de 4 millions d'euros par an pour faire connaître son domaine, fréquenté à 95% par des étrangers. La clientèle historique, ce sont les Britanniques. Cette famille est venue du nord de l'Angleterre attirée par les infrastructures, mais aussi par des tarifs intéressants. À cause de l'école de ski et des leçons, et aussi parce que c'est moins cher, les activités annexes comme la bière, le vin, c'est moins cher par rapport au reste de l'Europe. En haute saison, environ 20 000 skieurs se pressent chaque jour sur les pistes, à l'heure où la plus grosse station française des Pyrénées, le Tourmalet, enregistre moitié moins de touristes. Ce Toulousain fait souvent le déplacement pour la qualité des pistes. Ici, bon, on ne fait pas la même piste dans la journée, quoi. C'est agréable. Et il y a de la neige tout le temps, comparé à d'autres stations. Ouais. Le ski représente 25% du produit intérieur brut du pays et Andorre accueille désormais des événements internationaux de taille, comme la finale de la Coupe du monde de ski alpin prévue l'année prochaine. Et enfin, pour l'éphéméride, l'on s'arrête sur l'année 2011. Cette année-là, un vent de protestation souffle dans les pays arabes. En Syrie, manifestations et répression sont le lot des populations. Le 15 mars 2011 marque le début de l'intensification de la contestation. 2011, la Syrie emploie un mouvement de contestation sans précédent contre le régime du président Bachar al-Assad au pouvoir depuis 2000. Les protestations qui s'organisent à la fin de 2010 et au début de 2011 dans le monde arabe, notamment en Tunisie et en Égypte, sont provoquées par le chômage, le prix des denrées de base, la situation des droits de l'homme, la corruption et la volonté de réforme démocratique. Des dizaines de personnes se rassemblent à Damas, répondant à un appel lancé via la page Facebook appelée « La révolution syrienne contre Bachar al-Assad » en 2011. Ce n'est pas la première fois que des militants essaient de mobiliser via Facebook, comme en Tunisie ou en Égypte. Le réseau social est censuré depuis 2 ans et demi par les autorités, mais les internautes parviennent à contourner l'interdiction en passant par l'étranger. Les manifestants qui battent le pavé réclament une Syrie sans tyrannie, sans loi d'urgence, ni tribunaux d'exception. Le mouvement prend de l'ampleur et s'intensifie à partir du 15 mars. Les manifestants prennent la rue dans plusieurs villes. Un nom deviendra aussi célèbre que celui de Mohamed Bouazizi, le jeune homme qui avait déclenché la révolution tunisienne en s'immolant par le feu. Cette fois, le martyr se nomme Hamza al-Khatib. Il est âgé de 13 ans et est mort pour avoir manifesté contre le régime syrien. Les autorités l'ont arrêté le 29 avril dernier au cours d'une manifestation à Dera. Son cadavre a été rendu à ses parents près d'1 mois plus tard, le 27 mai. Le jeune garçon a été torturé, mutilé. La télévision syrienne dénonce une manipulation. Les protestations se multiplient en dépit de l'intervention de l'armée et l'arrestation d'activistes. Le pouvoir tente ensuite de calmer le jeu avec la libération de prisonniers politiques, des changements au gouvernement et la levée de l'état d'urgence le 21 avril. L'opposition demeure néanmoins active. La répression fera plus d'1 millier de morts. De nombreux Syriens se réfugient dans les pays voisins comme la Turquie qui accueille 3 millions de Syriens. Le conflit syrien prend un nouveau tournant décisif quand la même année, l'armée américaine procède à des frappes dans la nuit sur une base militaire du régime. Cette première opération, selon Washington, était une riposte à une attaque chimique attribuée à l'armée de Bachar al-Assad. La guerre en Syrie, débutée en 2011, a fait plus de 320 000 morts et 5 millions de réfugiés, principalement dans les États voisins. Quant au nombre de réfugiés, il a atteint 5 millions, soit 1/4 de la population selon l'ONU. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne soirée sur les antennes de l'RTI, la marque du service public.